Vendredi, la CPI a émis 2 mandats d'arrêt concernant l'enquête que vous aviez ouverte il y a 1 an portant sur l'Ukraine. Le premier vise le président russe Vladimir Poutine lui-même et le deuxième vise la commissaire russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour crimes de guerre et en particulier la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Quelle est la dimension historique de ce jour pour la CPI ? C'est une journée importante, peu importe son caractère historique ou non, ce sont les preuves. J'ai par ailleurs essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec les autorités de la Fédération de Russie car je n'ai pas d'agenda politique. Mon bureau n'est pas politique, cette cour est... La compétence de la Cour pénale internationale est délimitée. Tout d'abord, sur les personnes. Peuvent être jugées les personnes ressortissantes d'un pays qui est membre de la Cour pénale internationale ou d'un acte commis sur le territoire d'un membre de la Cour pénale internationale. Elle est également limitée dans le temps. Les crimes antérieurs à l'avènement de la Cour pénale internationale ne sont pas concernés. C'est le principe juridique classique de non-rétroactivité des lois. Elle est également délimitée sur les sujets qu'ils peuvent traiter: crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. Elle peut être saisie par 3 séries d'acteurs. Tout d'abord, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par les États partis au traité et par le procureur général de la Cour pénale. Il y a tout de suite une ombre sur le statut de la Cour parce que, comme tout acte international, aucun État n'est forcé de le signer. Les États signent volontairement le traité et de nombreux États, et parmi les plus importants et parmi ceux qui sont le plus susceptibles de commettre des actes répréhensibles, ces pays se tiennent à l'écart du statut de la Cour pénale internationale. Les États-Unis, la Russie et Israël, qui sont souvent mis en cause, signent le traité mais ne le ratifient pas, donc il ne leur est pas opposable. L'Inde et la Chine n'ont même pas signé le traité, donc il leur est encore moins opposable. Il y a bien sûr une particularité américaine, puisque Clinton avait signé le traité, George Bush par la suite va carrément retirer la signature des États-Unis qui aurait pu être mise en cause pour la guerre d'Irak. Bush, non seulement a retiré la signature, mais il a bien sûr milité activement auprès des pays latino-américains pour qu'ils n'adhèrent pas à la Convention. Barack Obama va se montrer conciliant, mais n'ira pas jusqu'à signer le traité. Et d'ailleurs, il n'aurait jamais eu 2/3 des sénateurs pour accepter l'adhésion à ce traité. Quant à Donald Trump, lui, il va aller plus loin. Il va carrément critiquer la Cour pénale internationale, mettre en cause ses juges, mettre en cause le procureur et son conseiller national à la sécurité, qui a par la suite démissionné, mais pour d'autres raisons. John Bolton a même menacé d'arrêter les membres de la Cour qui seraient sur le territoire américain, puisque la Cour pénale internationale avait menacé de lancer une enquête sur l'action des militaires américains en Afghanistan. Le secrétaire d'État, Mike Pompeo, ira même plus loin en gelant les avoirs des membres de la Cour sur le territoire américain et en disant qu'elle était corrompue. Pour les États-Unis, il est tout à fait inacceptable d'être jugé par un organe non américain. Et Donald Trump a bien sûr continué la campagne de Bush pour dissuader les pays alliés aux États-Unis d'adhérer au statut de la Cour. Et on voit l'énoncé de l'attitude des Américains, mais on pourrait également parler de la Russie et de la Chine, autres membres permanents du Conseil de sécurité. C'est qu'il y a quand même une grosse lacune. C'est que le Conseil de sécurité composé de ces membres permanents peut saisir la Cour, mais ces 3 pays refusent d'être jugés par la Cour. D'où un sentiment très fort de 2 poids, 2 mesures, notamment de la part des pays africains, parce que pour le moment, seuls des leaders africains ont été traînés devant la Cour, et qu'il y a le sentiment chez ces pays, bien que l'on juge les petits délinquants, les pays africains, sans s'attaquer à des délinquants plus importants. La Russie pour son comportement en Syrie, les États-Unis pour son comportement... Deuxièmement, quand vous pensez du droit international, alors dans le cas du Kosovo, alors l'arrachement de ce parti serbe, c'est le cœur de la Serbie. Pour chaque Serbe, c'est quelque chose de vraiment qui tient chaque Serbe à cœur. Donc quand Kosovo était arraché de la Serbie, c'était selon quel droit? De quelle planète internationale ou locale, quoi. Quand le Parlement, même sans le vote des habitants, sans rien, le Parlement local décide de proclamer l'indépendance et c'est reconnu tout de suite par les pays occidentaux. Alors c'est selon les crimes de guerre et les possibilités de juger pour les crimes de guerre. En fait, si on parle dans certains tribunaux pour les crimes de guerre, la chambre d'attente dans ce tribunal, elle est déjà pleine en fait. Parce que d'abord, il faut juger ceux qui ont commis les crimes contre l'humanité pendant la colonisation, ce que certains dirigeants, y compris le président français, ont reconnu comme les crimes contre l'humanité. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, il faut punir ceux qui ont bombardé l'ex-Yougoslavie pendant 78 jours, faisant 3000 morts et 13 000 blessés en utilisant les bombes, les missiles à l'uranium appauvri, ceux qui ont rasé de la carte du monde la Libye, ceux qui ont déclenché l'invasion en Irak, faisant 1 million de morts, personne ne sait combien exactement, personne ne les a jamais compté, c'est un chiffre qui reste toujours flou, mais c'est à peu près 1 million. Ceux qui faisaient la campagne militaire très douteuse en Afghanistan, faisant aussi des milliers de morts. Donc là, il faut d'abord juger ça. Et après, si les juges qui peuvent juger la Russie restent, ils peuvent voir. В отношении объявления о сегодняшнем ордере, выданном в Международном уголовном суде, о котором сегодня тут упоминали. Это предвзятая, политизированная и некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС – это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу. Особенно цинично, что юридически ничтожные решения были обнародованы накануне 20-летия со дня незаконного вторжения США в Ирак, где МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ровным счетом ничего для привлечения виновных к ответственности. Российская Федерация не является участником Римского статута, МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан, рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные. По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета и международного признания. И в этом суждении мы не одиноки. Позвольте привести неожиданную цитату. Советник президента США по вопросам по национальной безопасности Джона Болтона от 2018 года. Мы позволим МУС умереть самостоятельно. В конце концов, во всех смыслах МУС уже мертв. Благодарю вас. Monsieur Tolstoï, vous savez que le Parlement européen a voté déjà la décision de créer un tribunal international et j'aimerais avec beaucoup de plaisir vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, monsieur Tolstoï. Le cas, pensez à Nuremberg, monsieur Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement.